On pourrait penser qu'ici, dans les royaumes de l'entité, le plus difficile est d'échapper à ces tueurs sans pitié et de tenter de s'échapper en vie des épreuves. Et effectivement, c'est vrai pour les pauvres survivants qui meurent en boucle, sans cesse ramenés à la vie par l'entité pour lui servir de pitance encore et encore. Mais pour les électrons libres, comme mes prédécesseurs et moi-même, le principal problème consiste à trouver ce pourquoi l'entité a créé ces royaumes. De la nourriture. Au feu de camp, le purgatoire dans lequel sont retenues les victimes en attendant d'affronter leur bourreau, ils ne ressentent ni faim ni sommeil. Moi, en revanche, si j'arrive, par la manipulation des arcanes auriques, à me constituer des refuges me mettant temporairement hors d'atteinte de la brume, je ne peux créer de la nourriture. Je pense que Vigo savait le faire, mais il me reste tant à apprendre. Du coup, pour pouvoir manger, il me faut régulièrement m'aventurer hors de mon sanctuaire et arpenter les royaumes. Si dans la forêt rouge il est possible de trouver une bonne quantité de plantes comestibles, bien que je ne sois pas toujours en mesure de les identifier, pour varier les sources de nourriture, il faut parfois s'aventurer dans des lieux plus dangereux. Pour mettre la main sur un peu de viande, je dois me glisser dans l'abattoir putride dans la ferme Coldwyn. Malgré l'odeur nauséabonde de chair en décomposition, il est toujours possible de mettre la main sur quelques belles pièces de viande fraîche. Mais il faut faire preuve de prudence, parce que cette ferme est le terrain de chasse favori de celui que l'on appelle le montagnard. Et au moindre vrombissement de sa tronçonneuse, il faut savoir décamper sans demander son reste. En parlant du montagnard, je pense qu'il est temps pour moi de vous narrer son histoire. Comme tous les sujets d'expérience de l'entité que nous avons abordés jusque-là, Max Thompson Jr., le nom qu'il s'est attribué lui-même, ne devint le monstre que l'on connaît aujourd'hui que suite à une série d'événements et une vie de mépris de la part des autres, bien que ses pauvres capacités cognitives aient également joué un rôle. Voyons ce que les archives de la tour disent à son sujet. Fils des riches propriétaires Max Thompson Sr. et Evelyn Thompson, ce garçon sans nom était un enfant non désiré, né de parents cruels. Horriblement défiguré, il fut écarté du monde. Ils avaient tellement honte de leur fils qu'ils l'emmurèrent dans une pièce, le nourrissant par un trou dans le mur. Quand le garçon s'échappa, il se vengea sauvagement et terriblement, massacrant les parents qu'il avait torturés au lieu de l'élever. Son méfait accompli, il continua à vivre à la ferme, reportant sa violence pathologique sur les animaux qui étaient libres. Quand il arriva enfin à se libérer de ses entraves, il courut dans les champs de blé, pourchassant et massacrant tout ce qu'il pouvait trouver. Les corps de Max et Evelyn ne furent jamais retrouvés, mais on découvrit des animaux torturés et éviscérés dans toute la ferme. La succession de Coldwyn Farm fut rapidement réglée, ses terres divisées et vendues. Personne ne se présenta pour acheter la ferme. Peut-être était-ce dû au son d'une tronçonneuse que l'on pouvait entendre durant les chaudes nuits d'été. Bref, mais extrêmement révélateur du calvaire que cet enfant a subi. Bien des bambins naissent dans des familles abusives et doivent subir toute leur enfance des sévices physiques et psychologiques. Mais en plus de ça, Max était né difforme. Et non content de l'ignorer, ses parents l'ont littéralement séquestré dans sa chambre, se contentant de lui fournir de quoi survivre, et ne le sortant de sa prison que pour l'exhiber telle une bête de foire auprès de leurs partenaires obscurs, tout aussi dérangés et corrompus que ses parents. Il n'est guère étonnant que son esprit, déjà fragile, ait rapidement fini par sombrer dans la folie. Laissez-moi manipuler la brume pour illustrer mes propos, en tentant d'en extraire les souvenirs de son enfance. La promesse d'une énorme pièce de viande rôtie à point que j'entends crépiter dans les braises me motive à faire de mon mieux. Souvenir 3728. Dans l'obscurité de sa cellule, il entend des pas approcher. Il entend les rires et les discussions. Son père avec les autres. Il ne sait pas trop qui est avec lui. Il colle son oreille à la porte et entend un rire guttural et profond. La boule au ventre, il a la chair de poule. Cela ne peut être que Chef. Il le déteste. Surtout quand il est avec papa. Il le force à faire tout un tas de trucs pour s'amuser et rigoler. Son père se vante de sa machine à tuer, comme il s'amuse à l'appeler. Des rires, encore. D'autres voix. Chef est accompagné d'adjoints qui veulent profiter du spectacle. Il veut les réduire en pièces rien que pour les faire taire. Tout le monde se moque de lui. Le monde entier se moque de lui. Il grince des dents de frustration. Il ne devrait pas rigoler. Il devrait le protéger, et il le sait bien. Il l'a vu à la télévision. La seule chose qui le calme et lui tient compagnie quand il a fini sa besogne. La télé a quelque chose de spécial. C'est à la fois l'ami et les parents qu'il n'a jamais eus. Mais Chef, il n'est pas comme ceux de la télévision. C'est une autre sorte de chef de la police. La sorte qui collabore avec papa pour blanchir de l'argent. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais il les a entendus près de la porcherie. Il parlait de blanchir tout un tas d'argent et de le partager avec un juge et d'autres policiers. Ils blanchissent de l'argent ensemble. C'est pour ça que Chef laisse papa et maman faire ce qu'ils veulent de lui. Papa dit toujours que Chef est corrompu. Corrompu comme la tronche de son garçon.
Les rires se font de plus en plus nombreux. Ils approchent de son cachot de briques et il tremble à l'idée de plus de massacres. Il est fatigué de tuer, juste pour faire rire quelques adjoints. Très fatigué. Il sent son sang en ébullition, la pression monter le long de son cou, jusqu'au visage, comme si elle voulait s'échapper de son crâne. Un sifflement aigu se fait brusquement entendre. Il se frappe la tête jusqu'à ce que le sifflement s'arrête. Le silence se fait, pendant un court instant, interrompu par le cliquetis d'une chaîne métallique. Les maillons s'entrechoquent violemment, tandis qu'il perd l'équilibre et retombe accroupi. La porte s'ouvre, inondant sa cellule de briques de la lueur aveuglante du soleil. Il se couvre les yeux à l'aide des bras. Son père s'approche de lui, l'attrape et le remet droit sur ses pieds. « Allez, gamin, montre à ses adjoints ce que tu vaux !» Souvenir 3729. À l'intérieur de la grange, à l'atmosphère étouffante, il observe le sang dégouliné de son marteau, comme s'il était au cœur d'un rêve, étrange, bizarre, déséquilibré. Non, pas un rêve. C'est comme si sa vie était une émission de télévision et qu'il se regardait, de loin. Tout autour de lui, des vaches horriblement mutilées. 7 ou 8 d'entre elles, se tordant de douleur désespérément dans leur propre sang encore chaud. Les crânes fendus, les cerveaux à l'air. Les mouches qui bourdonnent autour de lui, de son visage, de ses oreilles, lui susurrent que ce massacre est tout ce qu'il est. Cet absurde massacre est tout ce qu'il vaut, rien de plus. Tuer. C'est pour ça qu'ils adorent le regarder. Tuer, tuer, tuer. Les mouches se moquent de lui. Elles rigolent, avec Chef et ses adjoints. Elles lui disent qu'il n'a même pas de nom, preuve de son inutilité. Gamin, ce n'est pas un nom. Papa le pousse vers une autre vache. T'as pas fini. Gamin lève son marteau et frotte le sang de ses yeux. Il se sent étrange, bizarre, déséquilibré, écœuré. Il en a assez de cette vie, de la cellule, du fumier, des massacres perpétuels, et de s'occuper des cochons. Ces précieux cochons, qui reçoivent plus d'amour de ses parents qu'il n'en a jamais eu. Les mouches lui virevoltent au visage, se riant de lui. De nouveau, le sifflement aigu. Même les cochons ont leur propre nom. Duke et Donnie. Il chasse les mouches de la main. Papa l'encourage. Allez, gamin, montre-leur que tu peux faire bien plus avec ce marteau. Gamin. C'est ainsi que l'appelle papa. Gamin. C'est ainsi que maman l'appelle. Il pense qu'il est trop bête pour se rendre compte qu'il n'a pas de nom. Un vrai nom. Mais il le sait. Il l'a toujours su et s'est imaginé en Max. Max Thompson. Il a même imaginé que papa était si fier de lui qu'il lui avait donné son nom. Il a tellement rêvé de porter le nom de son père. De simples rêves. Papa le bouscule. Allez, montre-leur maintenant. Gamin sent le sang lui monter au visage. Ses veines se gonflent de colère. Ses tempes palpitent désespérément. La suite est floue. Du sang et des cris de partout. Pas de bétail. Humain. Les gémissements recommencent et il ne comprend pas, cherchant papa sans le trouver. Le gémissement cesse et les bruits sont étouffés. Il se retourne et voit Chef qui le charge. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Gamin ne l'entend pas vraiment. Un peu comme quand maman lui tenait la tête dans un seau d'eau pour qu'il apprenne à ne pas l'appeler ou pour qu'il arrête de pleurer quand il était enfant. Tout est étouffé, déformé, irréel. Chef le plaque et lui arrache le marteau ensanglanté des mains. « Tu les as tués! Ton père, Jim, Don, Ray, mes hommes, putain !» Gamin repousse Chef et trébuche hors de la grange, couvert de sang. Il se précipite vers la maison, appelant sa mère dans la nuit tombante. Souvenir 3730. Maman sanglote à terre, la bouche pleine de dents cassées. Gamin la soulève d'un bras et elle prononce une suite de mots inarticulés. Des mots qu'il comprend, des mots que la télévision lui a enseignés. Il veut connaître son nom, son vrai nom, et elle ne fait que le fixer du regard, l'air confus, perdu et désespéré. Elle gargouille du sang et des morceaux de dents lui glissent le long du visage, tandis qu'elle supplie pour sa vie. Même si elle comprenait ce qu'il disait, elle ne pourrait rien lui dire. « Mon nom! Comment je m'appelle ?» Gamin frappe sa mère contre le sol, encore et encore. Il la soulève au-dessus de lui et la lance contre la table de la cuisine qui se brise sous son poids. Du sang s'échappe d'une blessure à la jambe, et elle s'évanouit. Il se sent mal et tient son corps flasque. « Pourquoi ? Pourquoi tu me détestais ? Qu'est-ce que j'ai fait pour que vous me détestiez autant tous les deux ?» Son visage est superbe et hideux à la fois. Le mâle voilé de beauté. Il la serre dans ses bras, de plus en plus fort, priant pour que tout ait été différent. Priant pour être un de ces maudits cochons. Pendant tout ce temps, ils ont gavé Duke et Donnie d'amour, d'affection et de temps, tandis que lui devait ramper, sans nom, seul, dans un cachot construit rien que pour lui. Il essaye de la soulever, mais glisse dans une flaque de sang. Elle se débat entre ses bras. À chaque fois qu'il lui pose la question, il la serre de plus en plus. « Mon nom !
Comment je m'appelle ?» Elle cesse de se débattre et se retrouve prise de spasmes, les bras tendus et les jambes flasques. Il la relâche lentement. Sa tête heurte lourdement le sol dans une flaque de sang. Elle regarde fixement en l'air, de ses magnifiques yeux bleus vides. Des yeux qui ne voyaient qu'un monstre, une chose, une bête de somme pour le travail de ferme. Pas un fils. Jamais un fils. Il déteste ses yeux. Ses yeux pleins de haine. Il les arrache et les écrase. Ils éclatent comme des yeux de vache. Il sourit, sans vraiment savoir pourquoi. Il essuie le sang de son visage, appréciant la sensation de bouillie sur ses mains. Des bruits de pas derrière lui. Chef se précipite dans la cuisine. « Je vais t'éclater la tête avec ton propre marteau !» Mais alors qu'il soulève le marteau, il glisse dans le sang encore chaud. Gamin panique et s'échappe dans la forêt qui s'obscurcit, sous les cris et les insultes de Chef. Les balles fusent autour de lui. Souvenir 3731. Gamin ignore depuis combien de temps il court, mais il est fatigué. Il entend Chef hurler et l'insulter au loin. Il lui dit qu'il regrette le jour où il a convaincu ses parents de le garder comme ouvrier agricole. Il explique leur avoir dit qu'un gamin monstrueux ferait un putain de bon travailleur. Il dit d'autres choses, des choses que gamin ne veut pas entendre. Tes parents ont tenté de te tuer. Ils t'ont renversé une marmite d'eau bouillante dessus et nous ont dit que tu étais un gamin maladroit. Ils ont dit que tu avais fait tomber la marmite de la cuisinière. Mais je savais qu'ils mentaient. J'ai bien vu leur jeu. Ils avaient tellement honte de leur gamin difforme qu'ils ont versé de l'eau bouillante dessus. Ils ont essayé de te tuer. Et ils ont voulu faire croire à un accident. Gamin se couvre les oreilles. Les mouches virevoltent autour de lui, se moquant. Il ne veut pas entendre ça. Un tintement aigu résonne dans son esprit. Arrête, arrête, arrête. Mais il ne s'arrête pas. Il sait que lui seul peut entendre les mouches qui gémissent et se moquent. Il sait bien qu'il entend des choses. Il sait que son père l'a blessé et qu'il lui a fait mal à la tête. Il a crié trop fort dans ses oreilles quand il était bébé. Il criait de vilaines choses. Comme quand il disait qu'il aurait mieux fait de s'étrangler pour de bon avec son cordon ombilical, et pas qu'à moitié. Il prend un moment pour reprendre ses esprits. Il entend d'autres voix. Chef a appelé des adjoints. Peu importe. Qu'ils y viennent. Ils méritent tous de souffrir pour n'avoir rien fait, tandis que maman et papa le faisaient souffrir tout en élevant leur cher cochon. Souvenir 3732. Gamin serre le coup si fort que les cris se transforment rapidement en de pathétiques gémissements. C'est plus facile de tuer un homme qu'une vache, mais les hommes s'agitent davantage. Gamin observe les yeux affolés de l'adjoint, et il sait qu'il le connaît. Il le connaît bien. Il se moquait souvent de lui, alors qu'il aurait dû l'aider. Qui est-ce qui rigole maintenant? Tu n'as pas regardé la télévision? La police doit aider, pas blesser. Moque-toi maintenant. Gamin le soulève, à bout de bras, et frappe sa tête contre un arbre, encore et encore. Rigole maintenant! Rigole! Rigole! Le crâne éclate comme un melon, le cerveau complètement exposé. Gamin le relâche, et l'adjoint agonisant peut à peine garder l'équilibre. Il titube, de droite à gauche, et s'arrête face à Gamin. Pendant un instant, il l'observe, comme s'il voyait autre chose qu'un outil ou un monstre de foire. Quelque chose de plus intelligent qu'une mule, plus intelligent et plus mortel. L'adjoint semble perdu et désorienté, comme un de ces stupides zombies que l'on voit à la télévision. Tremblant, l'adjoint avance lentement, palpant son crâne humide et ramolli. Gamin s'écarte et le laisse passer, admirant son œuvre. Il observe le sang dégouliner de son crâne tel du mastic. Il le regarde tituber de droite à gauche au clair de lune. Si c'était une vache, il abrégerait ses souffrances. Mais ce n'en est pas une. C'est autre chose. Quelque chose d'infâme et de corrompu. Gamin le regarde disparaître dans les ombres et fixe l'obscurité jusqu'à ce qu'il entende un bruit sourd. Une étrange sensation le traverse, et il se met alors à rire. Qu'il est bon de se défendre et de leur montrer ce qu'il vaut. Ce qu'il vaut vraiment. Souvenir 3733. Gamin entend Chef le chercher frénétiquement. Il se tient immobile près d'un arbre, couvert de ronces, serrant des bouts de cerveau d'un adjoint entre ses mains. C'est la même texture qu'un cerveau de vache. Il doute de pouvoir faire la différence s'il en avait un sous la main. Il serre la masse entre ses doigts et cette sensation lui plaît. Elle l'apaise, le calme, le soulage de son angoisse. Maman et papa lui avaient donné une télé pour le faire taire. Ils en avaient assez de l'entendre frapper les murs et les appeler à corps et à cri. Rien ne marchait, ni la corde, ni le bâillon, dont il parvenait toujours à se libérer. Il n'y avait que la télévision. La télévision fonctionnait mieux que n'importe quelle contrainte. Elle le maintenait assis, passif, complaisant et silencieux. Maman disait qu'elle l'hypnotisait et que c'était une bonne chose. La télévision lui montra tant de choses. Elle lui montra combien sa vie était différente de celle des autres enfants. Comment devaient se comporter des parents. Il aurait aimé que ses parents soient plus comme ceux de Clark. Ils avaient fait de leur fils un héros en étant bons avec lui et en l'élevant comme il se doit. Ils prenaient soin de lui, et ce n'était même pas leur enfant.
Ou les autres parents. Les parents de l'autre garçon, Beaver. Il avait une bonne famille. Mais il n'était pas comme eux. Il n'était ni comme Clark, ni comme Beaver. Il était venu au monde blessé, difforme et faible comme un avorton. Son père lui répétait sans cesse qu'il avait voulu le mettre dans un sac lesté de cailloux pour le jeter au fond du lac. Amour vache, vie difficile, vie de merde. Il entend les adjoints tirer au loin. Gamin a peur et il fait ce qu'il a l'habitude de faire dans sa cellule de briques. Il ferme les yeux et songe à Clark, attendant que le plus grand héros de tous les temps vienne le sauver. Mais il ne vient pas. Ce n'est pas comme à la télévision. Il est toujours là pour sauver la situation et aider ceux dans le besoin. Mais la télévision n'est pas la réalité. Et il est seul. Il est seul car il est né sous l'apparence d'une bête torse. Gamin ouvre les yeux et fixe la masse sanguinolente entre ses doigts. Peu importe, fini d'attendre. Aujourd'hui, il est son propre héros. Souvenir 3734. Chef hurle de colère. Il a trouvé les morceaux d'un autre adjoint. Gamin les dégomme comme du bétail dans une grange. Chef jure qu'il lui fera payer. Me faire payer? À moi? Non. Tu vas payer pour quelqu'un. Il lui dit d'envoyer les chiens. Qu'ils y viennent. Ça ne fera aucune différence. Peu importe ce qu'il advient. Il ne compte pas retourner dans cette cellule, ni aucune autre d'ailleurs. Il préfère mourir 1000 fois plutôt que de finir enfermé à nouveau. Il veut courir hors de l'obscurité et l'attraper. Mais quelque chose lui dit que c'est exactement ce que Chef veut. Il cherche à l'attirer avec des mots blessants. Gamin est assis dans l'ombre, jouant d'une main avec les feuilles sèches. Il aperçoit un adjoint avec une lampe de poche. Il saisit une branche épaisse et se relève lentement, se rapprochant pas à pas de lui. Un lièvre d'étale et s'éloigne en bondissant. L'adjoint suit l'animal de sa lampe torche. Il laisse échapper un soupir nerveux au moment où Gamin le frappe avec la branche comme Babe Ruth, lui éclatant le crâne et la nuque dont le sombre contenu éclabousse les arbres et le sol. Mais l'adjoint ne tombe pas, il titube, la tête tenant à peine en place grâce à quelques tendons, tentant désespérément de la palper. Mais il ne rencontre que l'air frais nocturne. On dirait une poule décapitée qui titube dans la cour à la recherche de sa tête, pense Gamin. Il sourit et se sent libéré. Il rigole. Un autre adjoint blanchit. Son père blanchissait l'argent de Chef, et voilà que Gamin blanchit maintenant ses adjoints. Tel père, tel fils. Il pense à Chef et son sourire s'efface. Il aurait pu l'aider. Pendant toutes ces années. Il aurait dû l'aider. Souvenir 3735. Gamin, tu veux connaître ton nom? Je le connais! Montre-toi et je le murmurerai dans ton oreille difforme. Chef joue avec lui, et il ne compte pas se laisser prendre. Chef jure de le pourchasser toute la nuit, et que ses chiens arrivent. Les chiens peuvent pister un pet de mouche dans un tas de merde. Gamin ne savait même pas que les mouches pouvaient péter. Il a appris beaucoup de choses grâce à la télévision, mais pas ça. L'idée d'une mouche qui pète le fait sourire. Il aime sourire. Il rampe à proximité de la bande de policiers. 2 nouveaux hommes accompagnent Chef, mais il ne voit pas de chiens. Il se dit qu'il ferait mieux de les éliminer avant l'arrivée des chiens policiers. Il les a vus à l'action à la télévision. Ils peuvent capter n'importe quelle odeur. Ses adjoints ont l'air plus énervés que les précédents. Il ne sait pas trop si c'est parce qu'il a abattu leurs amis ou pour avoir mis fin à leur affaire de blanchiment avec son père. Peut-être est-ce les deux. Il a la sensation que s'ils arrivent à lui mettre la main dessus, ils vont le faire souffrir et crier comme un cochon. Ces cochons. Maudits cochons. Il les aimait tant. Pourquoi les aimait-il autant et lui si peu? S'il l'avait traité comme ces cochons, il aurait été heureux. Il aurait été heureux et tout aurait été différent. Il aurait été un héros, comme le gamin qui portait une cape et qui aidait le monde grâce à l'éducation reçue de ses parents. Souvenir 3736. Gamin approche en silence derrière 2 adjoints qu'il distingue au clair de lune. Il lève lentement une branche pointue et leur bondit dessus. Il en frappe un à la tête et plante la branche dans la bouche de l'autre avant qu'il ne puisse crier à l'aide. Il fixe le sang jaillissant tel un geyser. Ça lui rappelle une scène d'un film de cow-boy. Il approche de l'autre adjoint, qui se retourne et saisit Gamin. Il roule à terre et s'échange des coups parmi les feuilles craquantes et les branches tombées. Gamin parvient à passer le bras autour de son cou et il le serre fort. Les jambes de l'adjoint s'agitent violemment, mais Gamin serre jusqu'à ce qu'elles cessent de bouger. Il entend Chef en train de rappeler ses adjoints. Il leur dit de revenir, que les chiens sont arrivés. Gamin se retire entre les ombres et les ronces, et il ferme les yeux, s'imaginant une vie différente. Il est le jeune Beaver, assis à table, dévorant un bon petit plat avec son père et sa mère qui lui demandent comment s'est passée sa journée. Mais dès qu'il parle, tout change. Le son dérange sa mère, qui le frappe au visage et lui retient la tête pour lui verser de la sauce piquante dans la gorge, lui ordonnant de ne plus jamais parler. Son père l'attrape et le frappe de sa ceinture. Il ouvre les yeux. Tout aurait été différent s'il n'était pas né tel un monstre. Né? Les monstres ne naissent pas. Les monstres, ça se fabrique, à base de haine, de cruauté et d'abus.
La sauce piquante et les ceintures, c'est de ça dont sont faits les monstres. Souvenir 3737. Ton père dit que tu veux connaître ton nom. Arrête de courir et je te le dirai. Gamin, arrête de courir. Les aboiements des chiens sont de plus en plus forts. Il se tourne vers la voix de Chef et aperçoit la lueur de la lune entre les branches et les feuilles. Il hésite dans le silence, ignorant ce qu'il doit faire. La voix de Chef se fait de plus en plus fort. Ton père t'a nommé avant de réaliser que t'étais un putain de monstre dégénéré de la nature. Ton nom lui fait honte. C'est pour ça qu'il te cache. Tu veux connaître ton nom? Sors les mains en l'air et je te le dirai. Avant que Gamin ne réalise ce qu'il se passe, un chien se rue hors de l'obscurité et lui attaque le bras d'une violente morsure au croc affilé. Gamin roule vers une ombre vague et rapide. Il attrape un poignet avant que le marteau ne frappe sa tête. Il lance le chien contre un arbre. Jamais il n'avait ressenti une telle force, une telle puissance, une telle détermination. J'ai un nom. Il secoue le poignet et le marteau tombe avec un bruit sourd dans l'obscurité. Gamin lutte contre Chef et le met à terre. Ce dernier dégaine un couteau. Gamin attrape son poignet et le force à se poignarder lui-même dans le ventre. « Regarde ce que je vaux, Chef! Regarde ce que je vaux !» Chef retire le couteau ensanglanté, mais Gamin ne lui laisse pas le temps de réagir. Il plonge la main dans ses entrailles chaudes, saisit quelque chose qu'il ne reconnaît pas. Chef hurle de douleur. « Enfoiré !» Les chiens sautent sur Gamin et le séparent de Chef avant qu'il ne puisse provoquer plus de dégâts. Gamin projette les chiens à terre et cherche son marteau pour finir son œuvre. Les chiens se lèvent lentement et aboient. Il saisit une branche et les bastonne avec, et prend la fuite avant qu'ils ne leur attaquent. Il a l'impression de courir pendant une éternité au milieu de la forêt sombre et glaciale, avant de repérer la ferme. La maison où il aurait dû toujours vivre. Il n'est pas trop tard. Il y a des pièces secrètes à la cave, des pièces où son père cachait son argent, et où maman et papa pouvaient lui faire du mal sans que personne n'entende ses cris. Il est sûr de pouvoir s'y cacher longtemps, avant que quelqu'un ne le retrouve. Il pourrait y être à l'aise avec sa télévision. Et il pourrait même trouver son vrai nom dans les affaires de papa. Mais avant ça, il va se préparer un peu de bacon. Du bacon bien mérité. C'est tout ce que je peux extraire pour le moment. Une fois de plus, comment reprocher à Max ce qu'il a fini par devenir? Si, malgré son physique difforme, ses parents avaient fait preuve d'un peu de bienveillance à son égard, au lieu de le torturer continuellement, peut-être aurait-il pu devenir réellement un garçon de ferme étrange, mais travailleur, mettant au profit sa force démesurée pour abattre le travail de 10 hommes. Il rêvait de héros, il rêvait d'une vie meilleure, mais il n'obtint que mépris et souffrance. Et comme si la maltraitance de sa famille ne suffisait pas, les forces de l'ordre pourries jusqu'à la moelle étaient complices de ces abominations qui lui servaient de parents. Depuis que nous avons commencé à compiler les histoires des différents protagonistes des tragédies qui se déroulent en boucle sous le joug de l'entité, il nous apparaît que nombre de ceux que l'on aurait tendance à blâmer pour leur rôle de tueurs et de gardiens au service de la divine araignée seraient plutôt des victimes, ayant tellement subi les vicissitudes d'une vie cruelle et sans pitié que l'on peut, dans une certaine mesure, éprouver des élans de sympathie à leur égard. Et, même s'il reste difficile de leur pardonner, il est possible de comprendre ce qui les a amenés là où ils sont. Nous avons vu, avec Philippe, que l'entité peut vous suivre toute votre vie et vous affaiblir dans l'ombre, afin de vous modeler jusqu'au moment propice où vous seriez absorbé par les ombres. Il n'est pas difficile d'imaginer les ficelles de marionnettistes de l'entité contrôler Max Thompson Senior et sa femme afin de briser la psyché de leur enfant pour le transformer en une véritable machine à tuer. Je sens une délicieuse odeur de viande juteuse. Il est temps pour moi de prendre un peu de repos et de me restaurer avant de revenir vers vous pour vous aider une fois de plus à mieux comprendre ce qui se passe ici. C'est avec le savoir que nous pourrons trouver un moyen, tous autant que nous sommes, de nous échapper de ces royaumes impies nimbés de brume et de retrouver, ensemble, notre liberté.